مركز محمد حسن الوزاني للديمقراطية والتنمية البشرية. Qui fut très très riche, et les questions, les débats ont montré à quel point les faits concernant l'histoire du mouvement national passionnent, intéressent, interpellent, suscitent d'autres interrogations, ce qui est le propre des historiens. Notre profession, c'est d'ouvrir des chantiers, d'ouvrir des hypothèses, d'essayer d'y répondre, mais aucune vérité n'est définitive en histoire. Donc ça, c'est très très important. Alors ce que je voulais vous dire, c'est que dans cette deuxième journée, puisque l'année dernière, nous avions eu une première journée inaugurant cette série de colloques commémoratifs, le sujet de l'année dernière portait sur État de droit et démocratie. Et les actes de ce colloque, donc les exposés fournis, ont été publiés, dont la vôtre, dans le petit cahier qui nous est sorti de presse hier soir, à votre intention. Donc c'est une thématique vaste l'année dernière, et cette année, notre comité s'est réuni, on a discuté, qu'est-ce qui serait intéressant, original, actuel, comme problème de société, c'est celui des médias. Et les médias, leur complexité et leur rôle, ça a été évoqué à plusieurs reprises déjà, par rapport à la démocratie, sachant bien que la démocratie n'est pas un acquis définitif, que c'est un combat permanent. Aucune société au monde n'est définitivement démocratique. On peut revenir en arrière, on peut y renoncer, on peut sombrer dans la dictature. L'Europe a connu ça au XXe siècle, ne l'oublions pas. Donc c'est un sujet extrêmement vivant et interpellant. Lorsque nous nous proposions de faire par rapport à cette vaste problématique actuelle, notre comité s'est proposé de traiter une des activités de Mohamed Hassan Ouazani. Et une des activités essentielles, nous l'avons vu aujourd'hui, de son combat. C'était même son instrument, c'est-à-dire la plume, l'écriture, le message à envoyer et à l'époque à imprimer. Et ceci concentré pendant toute sa première phase de vie pour la libération de son pays. Libération à double titre, comme ça a été dit ce matin, à la fois libération par rapport à un pouvoir étranger, colonial, même s'ils avaient le joli mot de protectorat, mais en même temps libérer le peuple de la misère, de l'obscurantisme, de mentalité arriérée, comme on l'a entendu ce matin, le sous-développement. Et donc tout cela le préoccupait cette jeunesse dont nous avons touché un mot ce matin. Donc ce que nous voulions développer cette journée, c'était justement ce volet du journalisme, d'un premier journalisme politique, pas n'importe quel journalisme, parce qu'il y avait des journaux au Maroc au XIXe siècle, dans toutes sortes de langues, en français, en anglais, en arabe, à Tanger notamment. Et puis même, les Français ont ensuite instauré la grande presse française, le petit marocain, etc. etc. Donc, ce qui allait être nouveau au Maroc, c'était le journalisme politique des Marocains. Enfin, du journalisme politique du protectorat, il y en avait, même s'il y avait des plumes marocaines qui écrivaient dans ces journaux du protectorat. Donc, par-delà l'engagement pionnier de Mohamed Hassan Ouazani, notre projet visait étudier le rôle des médias au-delà de sa personne. C'est un sujet vaste que nous proposions pour aboutir aux problèmes actuels qui ont été évoqués ce matin dans la discussion, c'est-à-dire quel est le rôle des médias dans l'affermissement de la démocratie, dans le cas du Maroc au départ, dans le cas du Maghreb, mais bon, les moyens nous manquaient, le temps, les gens compétents pour parler de ce problème très actuel du monde entier, ça a été évoqué tout à l'heure, mais aussi spécifiquement, par exemple, dans le cas du Maghreb. Et nous, on s'est rabattu pour une journée, pour le cas du Maroc, c'est déjà pas mal, on a vu aujourd'hui qu'il y avait beaucoup à dire. Il est en effet reconnu, on a évoqué ça l'année dernière, dans le colloque de l'année dernière, que la démocratie n'est jamais et nulle part acquise définitivement. Pourquoi? Parce qu'elle requiert une culture démocratique. Donc ça va au-delà du politique. C'est la culture démocratique qu'il faudrait envisager.
Cette culture se nourrit du pluralisme des idées, pluralisme des opinions, et puis d'une défense structurée des intérêts divers de la population. Une culture démocratique doit se construire au départ par l'éducation, déjà à l'école élémentaire, puis à tous les degrés de formation. Pourquoi on apprendrait le civisme aux petits-enfants et puis à l'université? C'est des questions fortement discutées en Europe. Parce qu'on apprend à l'école primaire qu'est-ce que la France, qu'est-ce que ce pays, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que la République, et puis après on oublie. On n'en parle plus alors que c'est un problème qui doit être constamment redéfini, réfléchi et rénové. Donc dans l'opinion de Mohamed Hassan Ouazani, dans ce contexte de l'indépendance qui a été évoqué, l'introduction d'un régime démocratique sur le socle d'une monarchie constitutionnelle était inconcevable sans l'éducation générale du peuple. Donc, dans une alphabétisation générale de tous, garçons et filles, il faut le dire. Il n'était pas question de laisser au bord de la route de l'émancipation des populations entières, notamment dans les zones rurales. Il y a des textes explicites de ces écrits sur ce problématique de l'éducation dans les zones rurales et de leur développement. Or, en plus de l'éducation, un autre instrument d'une pratique de la démocratie, ce sont justement les médias. Il y a l'école et puis il y a les médias, que les enfants ne contrôlent pas et qu'ils suivent plus ou moins. Dans le programme de cette journée, nous proposions une rétrospective en évoquant d'abord l'apparition d'une presse nationale marocaine dans le contexte du protectorat, et cela a été largement évoqué, discuté, exposé ce matin et encore cet après-midi. Plusieurs des contributions donc, de cette journée ont apporté des analyses, des détails intéressants sur le rôle original de Mohamed Hassan Ouazani dans la création de journaux. Ces journaux visant à mobiliser l'opinion pour la défense des intérêts du peuple marocain. C'est le sous-titre d'ailleurs de l'action du peuple défense du peuple marocain. Des intérêts du peuple. Qui était victime des mesures d'un pouvoir colonial, lui aussi fortement préoccupé par le contrôle des opinions de la population soumise. Tout pouvoir qui domine est obsédé par le contrôle de l'opinion. Que pense de moi le peuple? Pense un dictateur qui s'est fait élire massivement, ou un roi, ou un monarque, ou un président d'ailleurs, puisqu'il y a des sondages permanents dans les républiques démocratiques où les sondages sont parfois même plusieurs fois par jour pour mesurer la popularité de certains présidents, voire candidats à la présidence. Donc dans la période du protectorat, ce sont les journaux, la presse en général, des bulletins, des brochures, etc., qui étaient le seul moyen à disposition, en plus des prêches dans les mosquées et des discours au sein de groupes réunis en général dans le secret, vaguement populaire, mais dans les familles, etc. Cela a été un peu évoqué ce matin. N'oublions pas qu'à l'époque, la radiophonie, qui était un instrument de masse possible, n'était pas encore à la disposition du mouvement national. Seuls des émetteurs étrangers pouvaient occasionnellement diffuser des propos, souvent de propagande, et surtout à partir de la Deuxième Guerre mondiale, puis dans la guerre froide. Radio Moscou, La Voix de l'Amérique, La Voix des Arabes, ce sont des émetteurs qui pouvaient être captés au Maroc pour ceux qui avaient des récepteurs radiophoniques, mais ça commençait à être connu. Je constate que cette histoire-là, jusqu'à présent, est inconnue. Personne n'en a parlé, je n'ai pas mal informé, d'études, disons, détaillées sur ce type d'instrument qui est particulièrement novateur à l'époque et qui atteint les masses. C'est pas la raison pour laquelle Moscou, qui rêvait d'une révolution mondiale, avait des émissions dans toutes les langues, y compris en berbère et tout ce que vous voulez. Les Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Italiens, certains Ouazani se sont illustrés d'ailleurs dans cette radio de propagande italienne, fasciste. Et puis,
voilà, l'Allemagne et les États-Unis, la France a aussi évidemment eu ses émetteurs. La BBC, bien entendu, qui était effectivement fortement... L'émetteur radio était interdit. C'était l'accord martial. Hein. Oui. Mais Soda a été pris à cause. Oui. Je connais, j'ai vu ces dossiers dans les archives allemandes, c'est assez triste. Donc, à notre connaissance, il n'y a pas d'études donc systématiques sur le recours aux émetteurs étrangers, là non plus, par le mouvement national marocain dans sa lutte pour l'indépendance. Car après 1945, après 1946, plusieurs leaders du mouvement national, au Caire, à New York, dans toutes sortes, à Paris, étaient interviewés. On n'a pas, à ma connaissance, de relevé de toutes ces émissions, à part quelques extraits par-ci par-là, mais ce serait un domaine, à moins qu'au niveau de la radio marocaine, par la suite, télévision, on a essayé de récupérer tous ces enregistrements des émetteurs étrangers qui concernent quand même l'histoire du Maroc. C'est des choses qui se font pour des pays étrangers, de récupérer les témoignages quand même de personnalités. La liste d'ailleurs des interviews accordées à des médias étrangers par les leaders de tout le mouvement national mériterait d'être établie et si possible recueillie, y compris d'ailleurs dans la presse puisque ce n'est pas fait. Il y a des allusions par-ci par-là dans des thèses et des recherches. C'est dire que durant la période du protectorat, la défense des intérêts du peuple marocain et la diffusion de sa cause, aussi bien sur le plan national qu'à l'extérieur, en priorité en France, passe par la presse. C'était l'importance donc des journaux, des brochures, ou des revues, etc. Le pouvoir colonial s'est montré particulièrement rigide et préoccupé à l'égard de la création de journaux arabes qu'il voulait à tout prix empêcher, notamment au Maroc. Voici d'ailleurs, juste pour vous donner un avant-goût de cette problématique qui mériterait une longue étude, l'expression d'un officier de la direction des affaires indigènes, ici au Maroc, très préoccupé déjà en 1927 sur la perspective d'une presse arabe. Je viens de tirer d'ailleurs l'extrait que je vous cite d'un numéro tout récent de juin, que j'ai trouvé encore en arrivant, de la revue Zaman, excellente revue. Je parle beaucoup de Mohamed Hassan Ouazzani, presque dans chaque numéro il y a quelque chose. Je n'y peux rien, on n'y peut rien. C'est les historiens qui travaillent, qui tombent sur ces faits. Et dans ce numéro de juin, voici un extrait de cet officier. Voici ce qu'il dit, je le cite, reproduit dans un article du journal Aman. Zaman, excusez-moi. La presse est une arme dangereuse dans les mains de gens inexpérimentés, bienfaisante à divers titres chez les nations civilisées. Elle convient peu aux peuples qui en sont au premier stade de leur évolution, surtout aux peuples arabes et berbères, si facilement impressionnables. Que sera-t-il, que sera-t-elle au Maroc quand elle fera ses premiers pas? Ne risquera-t-elle pas d'être pernicieuse si les journalistes indigènes n'ont pas encore suffisamment subi l'influence de notre génie? L'avenir nous le dira, et nous le dira bientôt, car suivant le proverbe arabe, l'avenir c'est demain. Effectivement, ce demain allait arriver assez vite, donc cet officier est un fin connaisseur, il faut reconnaître. Il a raison quelque part. Il a raison, profondément raison quelque part, mais il ne s'attendait pas à ce qu'il y ait cette élite dont Mohamed Hassan Ouazzani va devenir leur tête de Turc, très rapidement. En fait, il faut attendre en 1932 la parution de la revue Maghreb, organe d'expression des jeunes Marocains, c'est comme ça qu'ils s'intitulent eux-mêmes à Paris, qui sont déterminés à dénoncer les pratiques de l'administration coloniale, en particulier auprès de l'opinion publique française. Cela a été évoqué légèrement ce matin. Toujours dans ce même numéro de Maghreb, ça m'a facilité la tâche parce que je sais qu'il y avait une citation dans les œuvres que nous avons là, le combat d'un nationalisme marocain, sur la revue Maghreb, mais c'est reproduit par l'auteur de cet article, qui est un jeune
historien français qui vient d'écrire une thèse sur la revue Maghreb, qui vient de paraître à Paris, chez l'Harmattan, et il cite effectivement un extrait d'un texte de Mohamed Hassan Ouazzani, donc, qui a 22 ans à l'époque, 1932, un appel au peuple français. Donc il veut faire mal là où ça va faire mal par rapport à ce que vient de dire l'officier des services indigènes. Il veut taper en France. Et au fond, cet extrait est significatif. En effet, dans ce même numéro de Maghreb, premier numéro, Mohamed Hassan Ouazzani rédigea ce texte. Les publications coloniales sont nombreuses à Paris. N'oublions pas, en 1932, 30, il y avait l'exposition coloniale, 1932, le centenaire de l'Algérie, 1930, le centenaire de l'Algérie, une grande exposition pour fasciner le peuple français, les convaincre de l'œuvre coloniale, alors que l'opinion publique française était anticoloniale. Ils étaient très critiques à l'égard de cette entreprise. Et en 1932, sous la présidence de Lyautey, qui était en congé depuis déjà pas mal de temps, était le commissaire général de cette exposition coloniale qui va avoir attiré énormément de monde à Paris, qui était grandiose. On a fait venir des indigènes du monde entier, enfin de toutes les régions de France, dont beaucoup de Marocains, bien entendu. Voici ce qu'écrit donc: les publications coloniales sont nombreuses à Paris, toutes s'intéressent aux richesses naturelles des colonies, à leur exploitation méthodique. Par rapport à l'exposé sur l'économie, vous voyez, l'exploitation méthodique des colonies préoccupe Mohamed Hassan Ouazzani. C'est le domaine économique. Le but de Maghreb, donc de cette revue, dont il est un des cofondateurs, sera différent. Il s'occupera, lui, de la richesse humaine des colonies. Le plus objectivement possible, il renseignera les Français sur la situation des autochtones, certains que la liberté et la justice n'ont jamais manqué de défenseurs en France. Donc, il flatte tous les Français qui sont pour la République, la liberté, l'émancipation, etc. C'est dire, face à ces deux citations, je suis obligé d'être très bref, que le contrôle de la presse par le pouvoir est un enjeu important, sinon décisif pour sa survie, et notamment en pays colonial. Cela a été dit et écrit, les interdictions d'organes du mouvement national ont été nombreuses, jusqu'à l'interdiction générale en 1937, et il faudra attendre l'après-guerre pour que ça redémarre gentiment avec les divers partis et groupes d'opinion du mouvement national. Donc dans notre projet de journée, en commémoration de ce pionnier du journalisme politique marocain, Mohamed Hassan Ouazzani, nous avions envisagé donc d'aborder, en plus de la presse écrite, dont il a été un des grands promoteurs, à défaut d'autres moyens, parce qu'il n'en avait pas. On ne peut pas imaginer réagir à la voix d'une radio, la télé, n'oublions pas, c'est les années 50. On voulait justement aborder d'autres médias. Ces médias n'occupent le champ médiatique au Maroc qu'après la Deuxième Guerre mondiale et surtout après l'indépendance. Je ne vais pas entrer dans les détails, j'ai lu 2-3 articles spécialisés sur la question, les circonstances de la création d'une radio nationale. Ça n'a pas été facile. Il y avait les Français qui avaient leur radio, il a fallu s'adapter, trouver des cadres, enfin, etc. Puis, plus tard, de la télévision marocaine. Tous ces deux instruments ne ressortent pas du pouvoir colonial, mais du pouvoir du nouvel État marocain. Donc, la question de son contrôle se repose. Et là, selon les fluctuations, évidemment, des vues et des désirs du pouvoir en place, et des problèmes de société. Or, malgré notre ambition, qui était vaste pour étudier ces médias pour toute cette période, nous n'avons pas pu traiter du rôle de la radio et de la télé. Aucune intervention nous est parvenue proposant ce type de sujet. Donc là, il y a une lacune, manifestement, qui méritera d'être comblée par rapport à cette problématique vaste des médias et de la libération et de la démocratie. Nous n'avons pas non plus
d'études sur l'évolution phénoménale de ces deux médias dans la deuxième partie du XXe siècle, dans notre colloque. On a fait une impasse là-dessus, parfois faute de militants, comme on dit, faute d'auteurs. Ils existent sans doute, je ne suis pas dans toutes les universités marocaines, mais il doit y avoir des masters, ou je ne sais pas, dans les écoles de communication, qui donnent comme sujet à leurs élèves peut-être des sujets de ce genre. Or, pour le développement d'une opinion démocratique, le rôle respectif de la radio et de la télé, donc il se pose à partir de l'indépendance, sérieusement, dans le cas du Maroc, est devenu essentiel. La multiplication par la suite des chaînes et des programmes est une base qui rend possible l'expression de diverses opinions. Mais la question de leur contrôle, de la liberté des journalistes et des commentateurs demeure toujours un sujet très sensible, non seulement au Maroc, mais dans beaucoup d'autres pays. Mais ici, il faut bien connaître, effectivement, les études ne sont pas nombreuses, sur qui contrôle la multitude de ces médias. Est-ce que la multitude des médias assure la diversité des opinions? Point d'interrogation. Parce qu'il y a des problèmes de monopole et de compétition, il y a des enjeux économiques autour de ces problèmes-là, sans parler des problèmes politiques, du pouvoir politique. Enfin, cela a été abordé, là j'en suis très heureux, par l'exposé de notre dernier intervenant, de Halim Tourani, la question des médias à l'ère d'Internet. Et ça, c'est le problème numéro un maintenant, de tous les débats de société un peu partout dans le monde. Et donc, il se pose aussi au Maroc. Il faut bien en être conscient. Pourquoi? Parce que, par rapport à notre problématique, partout est soulevée la question: est-ce que la multiplication de ces médias globalisés, donc mondialisés, sont contrôlables? Est-ce qu'ils sont favorables au maintien d'un espace démocratique de liberté d'expression devant le danger de grands monopoles privés ou para-étatiques? Et vous avez sans doute entendu parler des énormes conflits, tout récents d'ailleurs, qui se chiffrent par des centaines de millions de dollars d'amendes et de contraintes entre l'Union européenne et certains Google et autres grands mass médias, et tournent autour non seulement de redevances, mais aussi de contrôle. Ça, c'est déjà une problématique très vaste. Et les pays dits périphériques, je m'excuse si le Maroc est un pays périphérique, mais c'est déjà pas trop déshonorant d'être un pays périphérique par rapport à ces grands problèmes, eh bien, sont concernés. Est-ce qu'ils échappent? Est-ce qu'ils vont être entraînés dans ce phénomène d'information non contrôlée par quiconque, au fond, par aucun pouvoir étatique? Mais par qui? La question est ouverte. Même les États-Unis, en tant que gouvernement, ne contrôlent pas. Ils ont des conflits énormes avec ces grandes sociétés. On a pu voir le conflit entre la Chine et les États-Unis à ce propos. À l'heure d'Internet, en fait, ça a été dit et soulevé, l'universalisation des réseaux sociaux, qui répercute tout événement, tout propos, toute image, sans vérification aucune par des professionnels, ou possibilité de contrôle étatique. Vous savez à quel point la Chine essaie encore de contrôler tous ces médias sociaux, et puis le lendemain, hop, ça échappe à un autre, il y a tellement de possibilités de jouer là-haut. Que cette problématique-là est devenue une réalité majeure de cette relation entre médias et démocratie. Dans ce nouveau contexte, j'ai trouvé la formule intéressante l'autre jour, qui est sortie dans un grand colloque à l'école polytechnique de Lausanne, sur cette question d'innovation. Et là, il faut aussi voir les choses positivement d'Internet. C'est quand même un des vecteurs importants d'innovation technologique, dont nos petits téléphones ne sont qu'un des sous-produits. Il faut le voir aussi dans cette regard, et le débat tournait autour de cela. Et une des auteurs a trouvé cette formule intéressante. On est passé du mass média, encore caractéristique de la radio et de la télé, aux médias par les masses.
incontrôlable. N'importe qui d'âme analphabète peut vous lancer un message, une rumeur qui devient une information. Une rumeur qui devient une information. Un accident qui n'existe pas, qui est provoqué et répercuté. On va vérifier, il n'y a pas d'accident. Bon, ça devient une problématique extrêmement importante. On a évalué que les médias sociaux à l'échelle du monde et leurs 2,3 milliards actuellement d'utilisateurs, mais tous les jours ça augmente, transforment et multiplient les informations à l'infini. Il n'y a plus de limite. Donc supprimons les services de censure des États, c'est ridicule. Cette petite police des médias, c'est complètement obsolète et ça énerve les gens. Et a fortiori si on s'attaque à des journalistes. Parce que les pauvres se trouvent de plus en plus dans une situation complexe et difficile. Dans ces conditions, ça a été dit aussi, évoqué, quasi-révolutionnaire de la diffusion des informations, quel peut être donc le rôle du journalisme? Que devient cette profession? Parce qu'on a parlé de la mort de la presse, mais et les journalistes? Alors les journalistes, soit il y a une fatalité, soit il y a une énorme opportunité, parce qu'on recrute beaucoup de journalistes. Mais à quelles conditions? Quel peut être le rôle du journaliste dans ce contexte de médias Internet, électronique? De fait, le journalisme dépasse de plus en plus les frontières. Un journaliste national, ça ne veut plus dire grand-chose. En effet, les journalistes nationaux ont été victimes ces dernières années par des phénomènes d'enquête lancés par le fameux consortium international des journalistes d'investigation, c'est-à-dire le journaliste qui reproduit les faits quotidiens, ça n'intéresse plus beaucoup la profession, en revanche c'est l'investigation. Et l'investigation dérange tout un chacun. Je vais investiguer dans les banlieues de Casablanca sur les conditions sociales, ça préoccupe certaines autorités. Oui. Je vais au Pentagone, qu'est-ce que vous venez faire? Je veux avoir des renseignements sur telle chose, etc. Ça préoccupe. L'investigation préoccupe le pouvoir. Et donc, vous connaissez les tragicomédies de ces dernières années, à travers les résultats de ce consortium de journalistes qui prend les grands organes de presse un peu partout dans le monde et qui a produit ce qu'on appelle les Wikileaks. Ce sont des documents officiels piratés de télégrammes américains et qui a mis en furie tous les dirigeants de la Terre. Plus récemment, vous avez eu les Panama Papers, qui ont encore excité d'autres catégories d'individus et de sociétés, de grandes sociétés. Et puis vous en avez d'autres, LuxLeaks, SwissLeaks, enfin bref, Marocco-Leaks, je ne sais pas encore, mais bon, tout est possible. Donc ces phénomènes-là sont une illustration de ces collaborations transnationales entre journalistes de divers médias et dans plusieurs pays et qui donnent des résultats extrêmement préoccupants pour les pouvoirs en place, personne ne les contrôle. Bon, certains disent c'est la CIA, c'est les services secrets, etc. Mais eux-mêmes en sont victimes. Donc, il ne faut pas trop fantasmer autour de cela. C'est un lobby puissant qui s'est mis en place et qui réussit comme ça à revivre en tant que journaliste et à faire vivre leurs journaux. Et tous les autres journaux sous-traitent ces informations et s'arrachent pour dire j'aimerais avoir les prochains télégrammes que vous allez publier. Vous voyez comment maintenant, alors ça rend la presse intéressante par rapport à ce phénomène-là. Donc, dans ce nouveau contexte où d'innombrables informations passent directement par les réseaux sociaux, hors des groupes de médias reconnus, journaux, radios, télé, qui ne font que répercuter après coup, parce que tout le monde a déjà lu, les jeunes qui n'ont même pas fait l'école savent déjà la news, la nouvelle, alors qu'au téléjournal du soir, on est déjà en retard. Donc, sans parler de la presse, qui sera que le lendemain. Donc, c'est très démoralisant pour les journalistes qui sont dans ces médias-là, d'où leur reconversion dans le journalisme d'investigation, mais aussi par Internet, c'est-à-dire tous les grands journaux maintenant
ont une publication Internet et qui est plus fréquentée par les lecteurs que le lecteur abonné que je suis, par exemple. Je reçois mon journal, je téléphone à mon fils, il y a un journal, un article très intéressant pour toi. Il dit, mon papa, je l'ai déjà lu. Donc, en allant au travail, et dans son iPhone, il a déjà lu la nouvelle. Donc, quel était l'intérêt de le sortir en papier? Voilà. Donc, ce phénomène, depuis 5 ans, a atteint les plus grands organes de presse qui réduisent leur tirage et qui développent leur système Internet pour agir sur les réseaux sociaux, pour intervenir, pour meubler, pour donner de l'information. Et là, vous avez l'enjeu aussi de qui contrôle l'information. Donc, il y a là quelque chose d'extrêmement intéressant. Ce qui fait que certains auteurs, analysent de ces questions, se posent quand même sérieusement la question, face à tous ces amateurs qui fournissent des informations, que peuvent faire les journalistes? Parce qu'ils sont quand même des milliers et des milliers dans chaque pays et qui travaillaient traditionnellement. Alors on répond oui, c'est une profession qui a une survie possible à une condition. Qu'à l'heure de ces transformations numériques, ils sachent faire ce que les autres ne savent pas faire, notamment sur le plan de la vérification des informations et du commentaire. Donc vous avez un public des réseaux sociaux qui recherche la documentation sûre, notamment en finance, en industrie, en technologie, etc. Où là, il faut des articles, là, du blabla, il faut des choses qu'on nous trouvait dans la presse traditionnelle, toujours des pages économie, technique, technologie. Il faut qu'il y ait ces journalistes qui sachent rédiger, parce qu'on rédige autrement. On en a évoqué, l'écriture n'est plus la même. Donc c'est toute une reconversion, en quelque sorte, rédactionnelle, pour pouvoir être lu, ou alors dire numérico-compatible. Hein, que leur texte soit compatible avec leur formule Internet. Donc ce nouveau défi des gens des médias doit être relevé dans tous les pays, des plus avancés, ça a été évoqué tout à l'heure, aux moins avancés sur le plan technique. On dirait même parfois que les pays les moins avancés sur le plan technique, et même les moins alphabétisés, passent directement au stade Internet, et se disent après tout, l'alphabétisation traditionnelle n'en est plus besoin. C'est une question qui se pose et qu'il faut se poser quand on fait des programmes maintenant d'éducation et de formation. Et dans la plupart des écoles maintenant, on commence très tôt à initier les enfants à l'Internet, mais avec des professeurs qui sont censés leur dire, voyez, c'est difficile, c'est comme avant, quand tu écris le point doit être à gauche et non à droite, etc., ben, il faut leur apprendre à utiliser Internet et ce qu'on peut y trouver. Donc, ce défi, s'il se pose sur le plan technique, imaginez-vous qu'a fortiori, pour les sociétés démocratiques, les nouveaux médias par Internet sont à la fois une énorme opportunité. Moi, personnellement, je suis plutôt optimiste de nature, c'est une révolution fantastique. Alors, c'est vrai qu'on évoquait tout à l'heure l'idée de faire des brochures pour les enfants, mais ça ne les intéresse plus. Ils veulent avoir ça déjà à 2 ans sur leur petit truc. Alors, qu'est-ce qu'on peut imaginer en pédagogie pour qu'un enfant, dès qu'il passe sur son petit truc, puisse découvrir un message qui va développer quelque chose? Soit du civisme, soit une image de son pays, soit des contenus qu'il faut complètement revoir et présenter. Et ce à quoi s'attellent maintenant les pédagogues. Parce qu'ils disent, les enfants, sinon ils vont balader sur des sites indus, et puis ils vont savoir des choses 4 ans à l'avance, et ils ne connaissent pas, disons, une éducation en quelque sorte électronique, avec toutes les subtilités que ça offre. C'est une énorme opportunité. Je l'ai vécu moi au niveau universitaire. Moi, je suis passé de la phase traditionnelle, et à partir du moment où j'ai pu faire des travaux à mes étudiants qui jonglaient sur Internet, j'ai pu exiger beaucoup plus d'eux au niveau de la qualité des travaux. Et à fortiori, si j'étais prof au Maroc, aujourd'hui, ne nous plaignons pas de ne plus avoir de bibliothèque. Parce qu'on peut trouver sur Internet
pratiquement tous les contenus nécessaires à de bons travaux de séminaires, de recherche, etc. Maintenant restent les thèses où il faut des spécificités, mais ça en ferait beaucoup puisque les universités peuvent s'abonner à des ressources documentaires sans grand frais, mais il faut équiper effectivement les universités d'ordinateurs. Si vous visitez des bibliothèques dans les pays avancés, je ne sais pas visiter malheureusement ici récemment, vous avez encore un quart de table pour consulter les revues traditionnelles ou les livres, et puis tout le reste, ce sont des tables équipées d'ordinateurs. Quand je suis allé là, etc. Alors c'est vrai que j'ai pu voir avec mes propres étudiants qu'ils trouvaient des sources, pourtant nous sommes très très bien dotés chez nous, qui n'existaient pas chez nous, mais qu'on pouvait trouver dans n'importe quelle bibliothèque qui avait numérisé ces ouvrages, dans toutes sortes de pays du monde, y compris au Japon. Un étudiant un jour me sort un document sur le Japon, je ne pouvais pas lui demander parce que j'étais sûr qu'il n'était pas dans la bibliothèque. Mais il l'avait trouvé grâce à Internet et il a dit ben, c'est un plus pour ton travail, c'est plus original. Vous voyez, cet état de choses de ce genre. Donc, ma question finale, après tout ce qui a été évoqué, dit, stimuler les réflexions et les recherches possibles sur le mouvement national, ses combats, l'avènement de la démocratie au Maroc après l'indépendance, sa consolidation, son affermissement dans le contexte actuel, parce qu'elle est menacée, la démocratie, elle est menacée partout. Je vous dis, les colloques qui se réunissent dans nos pays touchent sur ça. Danger pour la démocratie de ces moyens d'information que plus personne ne contrôle. Donc, il faut trouver des solutions, et on en trouve. Il y a des garde-fous, toujours possibles, dans ces histoires-là. Donc, puisqu'on est ici, au Maroc, ma question finale, et qui est une interpellation, qu'en est-il de cette prise de conscience des nouvelles réalités des moyens de communication? On a vu qu'il y en avait, une prise de conscience, votre exposé l'a montré, mais aussi les effets, et là, il faudrait des études, de ces nouveaux moyens de communication sur la société marocaine. Qu'est-ce que les gens tirent de ces informations qui piquent à droite à gauche sur Internet? Est-ce qu'il y a un système qui permettrait de les encadrer, de vérifier, de mettre des mises en garde? Donc toutes ces questions-là sont vitales pour le maintien d'un pays libre aussi, parce que la propagande permet de se soumettre. Attention, l'américanisation a quand même fait des ravages en Europe, la francisation a fait des ravages en Afrique. Ce problème se pose partout. L'Union soviétique, à l'époque, avait une aura considérable sur des pays entiers, et même de nos camarades d'études à Paris, dans les années 60, vous aviez des générations d'étudiants fascinés par une idéologie grâce à sa messagerie, enfin bref, qui n'était pas Internet. Donc aujourd'hui, on est à l'abri de rien, et on le sait, le terrorisme que tout le monde craint fait des ravages à travers ces méthodes-là. C'est là où ils sont originaux. Ils ont dépassé tous les régimes en place dans l'efficacité de vendre leur image et la rendre attractive. Et ça, les Américains, les Français, les Russes, les grands pays arabes opposés à ça, ont beaucoup de peine à contrecarrer ce mass média qui détourne les jeunes générations, justement, d'une certaine responsabilité, qui s'engage dans une idéologie incontrôlable. Donc là, il y a vraiment un défi pour ces sociétés, ici et ailleurs. On est dans la même barque. J'aurais beaucoup de peine, personnellement, maintenant, à montrer les niveaux. Il y a peut-être des moyens un peu différents maintenant encore, mais votre exposé montre qu'il y a une sensibilité à cela. Mais en fait, de mesurer les effets de tout cela par segment de la population est un vaste chantier, car effectivement, ça permettrait, en les étudiant ces effets, de trouver des remèdes, des ajustements pour orienter quand même la société vers la stabilité, vers la liberté, vers la démocratie, vers des choses, des valeurs, disons, que tout un chacun recherche. Parce que tout homme au monde, où qu'il soit, quelle idéologie que soit, il recherche le bonheur. Simplement, il ne faut pas se tromper dans la marchandise, dans l'enveloppe.
J'ai connu beaucoup d'amis communistes, mais ils croyaient dur comme fer à cette enveloppe. Et on sait ce qu'il en est advenu. Il y a eu le fascisme, il y a eu d'autres régimes qui savent faire rêver les peuples, avec des mouvements de masse. Ça donne l'illusion que c'est un peuple heureux. Il y en a même encore un au Extrême-Orient. Quand on voit les images, eh bien, la population semble heureuse. Donc, c'est une caricature peut-être, mais enfin, c'est vécu ainsi. Donc, le vécu des peuples, le vécu de tout un chacun, c'est quelque chose qui n'est pas facile à analyser, à étudier. Les sociologues, je sais, dans ce pays, travaillent à ça. Mais voilà, est-ce qu'on va dans un village du Rif, dans le Haut-Atlas, dans un quartier de Casablanca, pour voir ce que les gens ressentent, qu'est-ce qu'ils s'imaginent, qu'est-ce que la démocratie pour eux, qu'est-ce que le pouvoir pour eux, qu'est-ce que le bonheur pour eux. Tout ça mérite une prise de conscience pour ajuster, rectifier, investir, innover. C'est ça le mot-clé, c'est quand même innover. Et ce que Mohamed Hassan Ouazzani, dont il rêvait, c'était ça. C'était avoir des gens compétents qui assument, qui dirigent et qui, en quelque sorte, soient à même d'être maîtres de leur propre destin. On n'est pas démocrate si on n'a pas l'ambition d'être maître de son propre destin. Si on attend que son destin dépend de quelqu'un d'autre, notamment d'un pouvoir, c'est qu'on est déjà perdu pour la démocratie. Il faut, c'est soi-même, et par le processus de défense des intérêts pluralistes, qu'on arrive à, évidemment, un bon contrôle. Voilà donc un ambitieux et nécessaire objet d'analyse auquel notre science souhaite prendre part en toute liberté, hors parti politique et chicane de cette nature, pour aller au-delà, parce que comme je le disais tout au début, c'est quand même la culture d'un pays qui est en jeu. Et aujourd'hui, plus que jamais, au Maroc, comme ailleurs, le défi est partout. Merci de m'avoir écouté. CMHO.